moissonneuse-batteuse, déposant des ballots de foin dans son sillage. 2 adolescents pilotaient les engins volants munis de pinces, permettant de les ramasser. Si Kiran avait pu confier, sans danger, la moissonneuse-batteuse à un garçon plus jeune, il aurait bien essayé à son tour de prendre les commandes d'un de ces véhicules. Ça avait l'air amusant. Mais il était coincé sur l'imposante machine, dans l'immense champ de blé qu'il parcourait, rangée après rangée. La paille leur servirait de paillis ou de litière pour les poulets et les chèvres. Merci pour le follow. Il sursauta en sentant une main sur son épaule et découvrit Arthur perché sur le marchepied, hors d'haleine, le visage couvert de sueur, le regard vif derrière les verres crasseux de ses lunettes. Arthur parlait, pourtant Kiran n'entendait rien avec le fracas des moteurs. Il dut couper les deux, celui du tracteur et celui de la lieuse. Ça a intérêt à valoir le coup, songea-t-il. Je crois que la nébuleuse se dissipe, lui hurla le garçon. Quoi? S'écria Kiran en le dévisageant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On voit les étoiles. Kiran ne pouvait pas attendre. Faisant signe à ses 2 compagnons qu'il s'absentait un moment, il emboîta le pas à Arthur. Combien d'étoiles? S'enquit Kiran, bouillant d'impatience. Quelques-unes? Davantage? Beaucoup? Je crois qu'on est presque à la limite de la nébuleuse. Le cœur de Kiran tambourinait et il dut s'adosser dans l'ascenseur. Au fil des mois, il avait reconstitué l'essentiel de ses forces. Mais la longue période de famine avait laissé des traces. Chaque poussée d'adrénaline semblait l'affaiblir, lui faire tourner la tête. C'était exactement ce qu'il ressentait à cet instant, en attendant que les portes s'ouvrent enfin. Une dizaine de garçons étaient déjà réunis dans la salle de contrôle, où régnait un silence absolu. Kiran les entendait respirer, tandis qu'il observait l'espace, à l'extérieur. Derrière la fine brume qui voilait encore les hublots, apparaissaient des étoiles. Des millions d'étoiles, et de plus en plus, à mesure que l'Empire approchait de la frontière de la poche de gaz rose. Ce spectacle rappela à Kiran la fois où son père avait tenté de lui expliquer que, sur Terre, les étoiles n'étaient pas visibles de jour. À la tombée de la nuit, elles semblent surgir, les unes après les autres. Jusqu'à cet instant, Kiran n'avait pas réussi à se représenter ce phénomène. Il se produisait sous ses yeux. Les étoiles se dévoilaient au fur et à mesure, comme transperçant un rideau soyeux. Mon Dieu, souffla-t-il. C'était vrai. Ils étaient enfin en train de sortir de l'affreux nuage qui les avait avalés des années plus tôt. Pendant un moment, Kiran étudia les étoiles à travers ses paupières plissées, cherchant à les distinguer les unes des autres. Certaines brillaient d'un éclat rouge, d'autres bleues et d'autres encore jaunes. Une idée lui traversa soudain l'esprit et il interpella Sarek, en charge du poste de communication. Lance un contrôle radar. Ils sont peut-être sortis eux aussi. Pardon, je le ventre qui gargouille. Oh. Sarek dévisagea Kiran un instant, comme s'il ne comprenait pas. Puis, subitement, ses mains se mirent à virevolter sur les différents claviers et panneaux de contrôle, pendant qu'il orientait les antennes, de sorte à pouvoir intercepter le maximum de fréquences. Puis, il brancha les 8 radars, qui renvoyèrent des impulsions dans les ténèbres, à la recherche de tout astronef, dans un rayon de 15 millions de kilomètres.
reçurent tous un coup au cœur lorsqu'une voix humaine trouva le chemin du poste de communication. SOS, SOS, à l'Empiré. Si vous recevez ce signal, répondez. Ici Waverly Marshall. SOS, SOS, à l'Empiré. Si vous... Qu'est-ce que c'est s'étouffa Arthur. D'autres s'exclamèrent. Un garçon se laissa tomber à genoux. Kiran ne parvenait pas à détacher ses yeux de Sarek, tandis qu'un frisson remontait du bout de ses doigts jusqu'au plus profond de son être. La voix de Waverly. Le message qui tournait en boucle se répéta plusieurs fois avant que Kiran retrouve l'usage de la parole. Réponds. Sarek se brancha sur la fréquence du message. Ici l'Empiré. Waverly, où êtes-vous? Allô? Tous s'agglutinèrent autour du poste de communication. La voix de Waverly continuait à réciter les mêmes mots. Kiran tendit l'oreille, dans l'espoir de repérer un détail lui permettant d'apprendre quelque chose sur elle. Elle paraissait faible, mais calme et déterminée. Courageuse. Sarek, soupira Kiran d'un ton désespéré. Passe ton message en boucle. Allô? C'était la voix hésitante d'une petite fille. Kiran prit le casque. Va chercher Waverly. Qui est-ce? S'enquit la fillette. Va chercher Waverly. Une autre voix s'élevait déjà à l'autre bout. Kiran. Il sentit son cœur fondre. Il pouvait l'entendre. Il pouvait parler à Waverly. Où es-tu? Lui demanda-t-il. Des larmes roulaient sur ses joues et il se fichait bien de pleurer devant les autres. À cet instant, il ne voulait qu'une chose. Waverly. Tout de suite. Aucune idée. Pas trop loin, je pense. Il n'y a presque pas de décalage dans la transmission. Tout va bien? Oui, nous allons bien. Et vous? Kiran crut deviner des sanglots dans sa voix. Très bien, répondit-il. Peux-tu demander au capitaine Jones de venir nous chercher? Harvard n'est pas avec vous, ou mon père, s'enquit Kiran en réprimant un frisson. Après une courte pause, Waverly reprit, avec des intonations différentes, plus amères. Aucun adulte, Kiran. Il n'y a que nous, les filles. Plusieurs garçons poussèrent des hurlements. Peter Straub donna des coups de poing dans un mur en acier. Le cœur de Kiran se serra. Toutefois, il réussit à se ressaisir, posa une main sur le micro et lança à la cantonade. Ça veut simplement dire qu'ils sont dans l'autre navette et que nous pourrons les contacter dès qu'ils seront sortis de la nébuleuse. Quelques garçons hochèrent la tête, même si la plupart restaient abattus. S'il te plaît, Kiran, tu peux prévenir le capitaine Jones, insista Waverly d'un ton qui frôlait l'hystérie, ou un pilote, quelqu'un qui pourrait nous aider. Le capitaine n'est pas disponible pour le moment. On vous récupère d'abord, on discutera ensuite de tout ça, ok? Arthur se rendit au terminal des radars et fit défiler les écrans jusqu'à trouver celui où clignotait un message en lettres rouges. Objet en mouvement. Pointant un point qui se déplaçait, il observa. Ça doit être elles. Elles sont droit devant et font route vers nous. Tu peux modifier notre cap pour qu'on les intercepte. Arthur, qui considérait avec perplexité les commandes de navigation, répondit. Je peux essayer. Gagné par la colère, Kiran prit le temps de se contenir avant de répliquer. Fais de ton mieux. Si la tâche était ardue, Arthur découvrit que, grâce aux étoiles, bien visibles à présent, le programme de navigation était en mesure d'établir tout seul la trajectoire idéale pour récupérer la navette. L'estomac de Kiran se souleva légèrement au moment où le vaisseau virait à tribord. On a combien de temps? Arthur consulta l'écran devant lui avant de répondre.
patienter aussi longtemps. Si seulement il avait pu évacuer la salle de contrôle pour lui parler tout seul, mais il ne se sentait pas autorisé à priver les autres de cet échange. « Comment vas-tu, Waverly? Tu es en bonne santé? »« Oui, je crois. Comme nous toutes. »« Qui est avec toi ?» cria Sarek. « Toutes les filles, excepté Felicity Wiggum et Samantha Stapleton. Comment avez-vous réussi à vous enfuir ?» Elle ne répondit pas immédiatement. « Je n'ai pas envie d'en parler maintenant, Kiran. Il était arrivé quelque chose de grave. Il le devinait à sa voix. « Je veux entendre ma sœur. » Alfie Moore tendit la main vers le casque, l'air renfrogné. Kiran aurait voulu discuter encore des heures avec Waverly, mais elle s'empressa de dire « Kiran, il y a beaucoup de filles qui aimeraient parler avec leur famille. » Il fut blessé par cette remarque. Pourquoi abrégeait-elle leur conversation? Alfie tirait sur le cordon du casque. Après le lui avoir cédé, Kiran alla s'installer dans le fauteuil du capitaine. L'attente le mettait au supplice. Il se trouva incapable de desserrer les dents et ignora les questions incessantes des autres. Droit comme un i, la tête posée sur le poing, la mâchoire crispée et les paupières mi-closes. Il semblait si hostile que tous finirent par le laisser tranquille. La même image se présentait constamment à son esprit, celle de Waverly, percutant la coque de l'Empirée. Elle n'avait jamais pris les commandes d'une véritable navette avant. Et si son retour lui était fatal? Un crachotement retentit soudain, suivi de la voix de Waverly. « Je vois l'Empirée !» s'exclama-t-elle. « Oh mon Dieu !» Kiran se redressa aussitôt. « 10 minutes !» l'informa Arthur. Ses doigts pianotaient à toute allure sur le clavier. Le vaisseau ralentit brusquement sa vitesse de croisière. Kiran se sentit devenir tout léger. Sur l'écran de contrôle d'Arthur, il vit grossir le point représentant la navette, qui s'écartait de la trajectoire de l'Empirée pour se placer face au sas bâbord. Kiran bondit de son fauteuil et s'élança à toute allure dans le couloir. Ses jambes n'allaient pas assez vite à son goût. Il décocha un coup de pied dans les portes de l'ascenseur, qui semblait mettre une éternité à arriver. « Allez, allez, allez !» Une fois dans la cabine, il songea que, s'il pouvait trancher les câbles pour aller plus vite, il n'hésiterait pas. Lorsqu'il atteignit enfin la piste, il découvrit que presque tous les garçons étaient regroupés là, les yeux rivés sur les portes du sas, muets. Kiran se précipita au poste de communication et hurla « Sarek, connecte-moi à la navette !» Elle a débranché son casque. « Quoi ? Elle a dit que je la distrayais. À quelle distance sont-elles ? Je viens d'ouvrir les portes extérieures. » Kiran sentit les veines de son cou palpiter. Il ne quittait pas le sas du regard, la bouche crispée, chaque muscle de son corps tendu. « Je vous en prie, » murmura-t-il tout bas. L'assemblée était réduite au silence. Tobin Hams se mordillait la lèvre supérieure, les mains coincées sous les aisselles, comme pour les réchauffer. Jérémy Pinto s'était accroupi et basculait d'avant en arrière. Soudain, le crissement insupportable des métaux qui se raclent résonna et le cœur de Kiran se figea. Mais alors, il identifia le bruit des pistons, signalant que les portes extérieures se fermaient, suivi de l'injection rythmique d'air dans le sas. Les portes intérieures s'ouvrirent et les garçons se dispersèrent pour permettre à la navette de s'engager sur la piste et de se poser tel un gigantesque oiseau maladroit. Elle s'immobilisa devant leurs yeux et rien ne se produisit durant quelques secondes, jusqu'à ce que la passerelle se déploie et que des dizaines de pieds de petites filles apparaissent, hésitant d'abord, puis de plus en plus rapides à mesure qu'elles apercevaient des frères, des
enfoncés dans des orbites noires. Kiran alla à sa rencontre, la serra dans ses bras et, quand elle s'abandonna contre lui, il la souleva du sol. « Je peux marcher, dit-elle en glissant le bout de son nez au creux de son oreille. « Je sais, murmura-t-il sans la poser. Lorsqu'ils furent seuls dans l'ascenseur, Waverly passa les bras autour de la nuque de Kiran, comme si elle craignait qu'ils soient séparés, et des sanglots agitèrent son corps. Elle ne s'était pas lavée depuis des jours, voire des semaines, mais Kiran s'en fichait, et il ne la lâcherait plus jamais. Et c'est ainsi que s'arrête la lecture de ce soir. J'espère que ça vous aura plu.